Bonjour à tous, je vous propose cette 14e rencontre dans le cadre de ce cycle de cours que j'ai intitulé Analyse vectorielle et calcul d'intégrales multiples. Je vous rappelle que lors de notre précédente séance, nous avons entamé le chapitre concernant les intégrales curvilignes. Nous allons y arriver aujourd'hui très progressivement. Pour autant, il y a encore quelques petites remarques que je souhaitais apporter concernant les opérateurs différentiels. Souvenez-vous, pour un champ scalaire, nous avons vu la définition du gradient d'un champ scalaire, autrement dit un vecteur nouveau fabriqué à l'aide d'un champ de vecteurs fabriqué à l'aide d'un champ scalaire, le gradient. Puis nous avons également vu pour cette fois-ci un champ de vecteurs la possibilité de définir un champ scalaire cette fois-ci, c'est-à-dire à l'aide de la définition de la divergence d'un champ de vecteurs. Et enfin, à partir d'un champ de vecteurs, nous avons défini un autre champ de vecteurs, le rotationnel d'un champ de vecteurs. C'est un nouveau vecteur comme nous l'avons vu la semaine dernière, avec un certain nombre de propriétés pour ces trois opérateurs différentiels. Il nous reste un opérateur à voir, mais avant cela, je vous rappelle que nous avons vu la chose suivante. La divergence d'un rotationnel est nulle sous réserve que le champ de vecteurs de départ soit de classe C2, c'est-à-dire qu'il ait des dérivées partielles secondes, et puis là on n'avait pas, comment dirais-je, précisé particulièrement, toutes les dérivées partielles secondes étaient supposées continues pour utiliser le lemme de Schwartz qui nécessite un peu moins, comme on l'avait vu et même établi. Pour autant, si le champ de vecteurs est de classe C2, nous avons par calcul simple obtenu que la divergence du rotationnel d'un champ de vecteurs de classe C2 est nulle. Divergence de rotationnel nulle. Pour autant, la réciproque. Donc, si rotationnel, donc si divergence V égale 0. Si on a un champ de vecteurs suffisamment régulier, on va voir quelle est la régularité qu'il nous convient de supposer. Est-ce que si la divergence d'un champ de vecteurs est nulle, question, est-ce que eh bien, V s'écrit comme le rotationnel d'un champ de vecteurs, on va l'appeler grand A, c'est une tradition souvent en électromagnétisme d'ailleurs. Autrement dit, d'ailleurs, on dira que grand A, c'est ce qu'on appelle un potentiel vecteur. Comme on a un potentiel scalaire pour V égale grade U, c'était le tout début de nos investigations dans ce domaine. Eh bien, est-ce qu'on a cette propriété-là? Autrement dit, est-ce que nécessairement, lorsque la divergence d'un champ de vecteurs est nulle, est-ce que V s'écrit comme un rotationnel d'un autre vecteur? Parce que vous voyez que si il existe A tel que V égale rot de A, alors divergence, évidemment, divergence V égale 0, puisque divergence d'un rotationnel est nulle. Mais là, on est dans la réciproque. Alors, ceci a lieu si le domaine D, alors qu'on va considérer dans R3 ou dans R2 ou même dans Rn, est simplement connexe. Alors, la démonstration est assez délicate et je n'ai pas les outils ici pour le faire, donc je n'ai pas introduit tous les outils nécessaires. Mais sachez qu'un petit peu comme on l'a démontré cette fois-ci partiellement pour les d'autres propriétés, lorsque le domaine est simplement connexe, je vous rappelle que ça veut dire que le domaine est sans trou, alors on a très souvent la possibilité d'obtenir les propriétés réciproques, et ce, grosso modo, c'est le théorème de Poincaré qui nous avait permis d'y arriver, théorème de Poincaré que nous allons démontrer cette fois-ci, tout au moins dans sa version faible, c'est-à-dire pas dans des domaines simplement connexes, mais dans des domaines étoilés, je l'avais précisé, c'est pour bientôt. Donc ça, c'est acquis. On peut démontrer effectivement que cette implication a lieu si le domaine est simplement connexe. Donc pas dans tous les cas, comme d'habitude, c'est un peu, si vous voulez, une forme différentielle est fermée. Si une forme différentielle est fermée, eh bien elle est exacte dans un domaine, si elle est fermée, dans un domaine simplement connexe ou dans un domaine étoilé. C'est un peu la même idée qui est cachée derrière ici, dans cette propriété, sachant que l'autre sens est, on l'a établi la semaine dernière. Alors une remarque, grand A n'est pas unique. Et ça, vous n'êtes pas étonné. Je vais faire d'ailleurs une remarque dans la remarque. Je vais le dire tout de suite. À l'image d'un champ scalaire
d'un champ scalaire grand U associé à un champ de vecteurs. À un champ de vecteurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À l'image de si, en effet, alors je vais l'écrire maintenant du point de vue mathématique, hein, si V égale grade U, eh bien V égale évidemment grade U plus n'importe quelle constante que vous rajoutez à ce champ scalaire grand U, puisque le gradient d'une constante, d'un champ scalaire constant, le gradient d'un champ scalaire constant est nul, par définition du gradient. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc si U, comment dirais-je, est associé, ou si V est un champ de gradient, pour reprendre la terminologie que nous avons utilisée, ça veut dire qu'il existe un potentiel ou un potentiel scalaire par rapport au potentiel vecteur que nous allons voir ici. Il existe un potentiel scalaire, comme on l'avait vu, tel que V égale grade U. Mais ce U n'est pas unique. Parce que si U est tel que V égale grade U, alors à ce U, vous pouvez rajouter toutes les constantes que vous voulez. Donc le potentiel scalaire n'est pas unique. D'accord. Eh bien, de la même manière, est-ce qu'il existe un seul vecteur unique ou pas? Potentiel vecteur qu'on appelle grand A, tel que V égale ρ de A si divergence V est nulle. La réponse c'est non, à l'image de ce que je viens de vous expliquer ici pour les potentiels scalaires, cette fois-ci, qui ne sont pas uniques, très simplement. Eh bien, tout simplement, si on pose, donc de la même manière, on a donc si on pose AF égale A plus eh bien, quelque chose dont le rotationnel est nul. C'est ça qu'il faut poser dans cette analogie, puisque là, il fallait introduire une quantité telle que le gradient de cette quantité soit nul. Et donc là, il faut rajouter à A une quantité dont le rotationnel va être nul. Ben, écoutez, ça va être le gradient d'une certaine fonction petit f, d'où la petite décoration florale qui est ici. Alors, on a évidemment encore rotationnel de AF, qui est ni plus ni moins rotationnel de A plus rotationnel de grade F plus rotationnel de gradient de F. Oui, mais ça, pour tout F qui permet de définir le gradient de cette fonction, eh bien cette quantité-là, évidemment, est nulle. Cette quantité-là est trivialement nulle. Ça, on l'a démontré, enfin c'est même immédiat, le rotationnel de tout gradient est nul. Donc, en fait, si A est un potentiel vecteur, AF est aussi un potentiel vecteur, puisque le rotationnel de A égale le rotationnel de AF, donc ça veut dire que V s'écrit comme le rotationnel d'un champ de vecteur grand A auquel je peux rajouter n'importe quel gradient, si vous voulez, n'importe quel gradient d'une fonction d'un champ scalaire petit f. Ceci est exactement l'équivalent de cela, si vous voulez. Voilà. Ça, c'était pour le potentiel scalaire, la non-unicité. Et ici, de la même manière, la non-unicité du potentiel vecteur. Alors, dernière partie très simple, mais qu'il faut introduire pour, en tout cas, envisager dans une première couche les principaux opérateurs différentiels, le Laplacien. Donc le Laplacien, très simple. Donc définition. Alors là aussi, on ne va pas trop se casser la tête, on va prendre la régularité suffisante. On va considérer donc soit grand U, un champ scalaire. Je pourrais dire, admettant des dérivées partielles secondes, dans un domaine grand D, donc on va dire de classe C2 sur grand D,
de géométrie, pathologie géométrique quelconque. Donc là, on n'a pas besoin pour l'instant de connexe ou de simplement connexe ou d'étoilé. Alors, on appelle pardon, le Laplacien, sous le nom du mathématicien Laplace, le Laplacien de grand U, eh bien le champ scalaire défini par eh bien on va le noter delta de U, on aurait pu l'appeler grand V, hein. Mais on le note de cette manière-là, symboliquement, et c'est par définition la somme des trois dérivées partielles de U par rapport à X, Y et Z. Voilà, sans les dérivées partielles croisées, c'est cette définition qui est particulièrement utile. Je vous renvoie au cycle de cours d'équations aux dérivées partielles du point de vue de l'analyse numérique et de l'analyse mathématique que certains d'entre vous suivent également, que j'ai ouvert donc sur cette chaîne. Alors, ça c'est la définition. Une première remarque, on peut réécrire le Laplacien de U de la manière suivante, c'est d sur dx de du sur dx, banal, plus d sur dy de d grand U sur dy, et la même chose pour z, d sur dz de du sur dz. Ça veut dire ni plus ni moins que si vous regardez ici, ce qui se trouve dans les parenthèses, ce sont ni plus ni moins que les composantes du vecteur gradient de U. Et le vecteur gradient de U, on fait la somme des dérivées partielles des composantes du gradient de U. Jusque-là, vous êtes avec moi. Eh bien, la somme des dérivées partielles des composantes d'un vecteur, c'est la divergence. Mais ce n'est pas la divergence de n'importe quel vecteur, c'est la divergence du gradient de U. Gradient de U, voilà ses composantes. La divergence, c'est faire la somme des dérivées partielles de ces composantes. Eh bien voilà, c'est fait. Comme ça, vous êtes avec moi. Alors, propriété qui résulte de cet opérateur première propriété immédiate. Première propriété immédiate, eh bien, propriété soit grand V un champ de vecteurs, alors directement on va l'écrire, un champ de gradient, on va voir tout de suite, si vous voulez, suffisamment régulier. Et je vais rajouter à divergence nulle. Alors volontairement, je n'ai pas écrit la régularité, comme ça vous allez voir comment on construit directement la régularité pour que ce qui va fonctionner ensuite ait un sens. Alors, on a, eh bien on va écrire quoi? V est un champ de gradient, donc ça veut dire qu'il existe un grand U appartenant alors à C1, toujours d'un domaine D, pour l'instant quelconque, tel que V égale grade de U. On est d'accord? Donc ça, c'est la définition d'un champ de gradient. Je vous renvoie à la vidéo correspondante. Et puis, on suppose aussi avec divergence V égale 0. C'est la deuxième hypothèse, à divergence nulle. Le champ de vecteur en question est à divergence nulle. Eh bien, qu'est-ce que cela donne? Cela donne que divergence de V, qui s'écrit grade de U, c'est-à-dire le Laplacien de U, est nul. Donc cela veut dire que si vous avez un champ de gradient, eh bien le potentiel scalaire associé à ce champ de gradient
à son Laplacien qui est nul si ce champ de gradient est à divergence nulle. C'est une propriété immédiate. Vous voyez qu'a posteriori, j'ai besoin de dire que U est C2, parce que U est C1, on a encore toujours la même histoire. On a toujours, je l'ai rappelé, mis un tout petit peu plus que nécessaire. Il suffirait de dire pour définir le gradient de U que les dérivées partielles de U existent. On va supposer qu'elles existent et qu'elles sont continues. Donc, c'était le cadre de nos, comment dirais-je, champs de gradient, rappelez-vous. Donc, si minimum dans le cadre de notre périmètre de définition U est C1, alors on peut définir un champ de gradient grand V comme le gradient de ce potentiel scalaire grand U. Cependant, maintenant, j'ai besoin aussi, puisque ce champ de gradient est à divergence nulle, donc je vais avoir besoin de calculer la divergence de ce gradient. Donc je vais avoir besoin de calculer la somme des dérivées partielles secondes de grand U. Donc je vais avoir besoin de rajouter que U a des dérivées partielles secondes. Encore une fois, je rajoute un peu plus. Je vais dire qu'elles sont continues pour une manière d'être un peu plus large. Donc j'ai finalement besoin de dire que le champ scalaire qui définit le champ de gradient grand V, le champ de scalaire grand U, n'est pas C1, mais C2. On l'avait vu aussi, rappelez-vous, entre les calculs d'équivalence ou d'implication entre les formes différentielles fermées et exactes. Je vous renvoie à ce niveau-là. Donc finalement, si U est un champ de gradient, qu'est-ce que ça veut dire suffisamment régulier? Ça veut dire associé à un potentiel scalaire grand U qui est C2. Oui, mais si U est C2, ça veut dire que gradient de U est C1. Donc ça veut dire ici finalement que V est C1. Voilà. Vous voyez, on peut, à l'aide d'arguments extrêmement simples a posteriori, construire la famille de champs de vecteurs concernés par la propriété que l'on vient d'établir. Alors maintenant, donc, nous en avons terminé sur cette première partie de ce nouveau chapitre d'intégrale curviligne, sur ces opérateurs différentiels que nous venons d'installer avec les premières propriétés que nous utiliserons plus tard pour les intégrales curviligne, les intégrales multiples avec des formules célèbres, la formule de Green, formule de Green-Riemann, formule de Stokes, formule de Green-Ostrogradsky, j'en passe et des meilleurs. Donc c'était la nécessité d'introduire ces opérateurs, c'est ce que nous venons de voir. Et donc maintenant, pour glisser gentiment vers les intégrales curvilignes, il nous faut une petite introduction sommaire sur un peu de géométrie dans le plan. C'est l'objet de cette deuxième partie. Courbes paramétriques. Sur les courbes paramétriques, ce sont sûrement des rappels pour certains d'entre vous, parce que évidemment, on va voir que les essentiels qui vont nous être utiles pour les intégrales curvilignes que nous allons introduire tout de suite après. Alors définition, je vous rappelle, définition, soit I un sous-ensemble de R, traditionnellement un intervalle, ça peut être un composite d'intervalles, un peu plus compliqué en général pour les applications dans le sens assez large du terme, c'est un intervalle de R. Et puis F, alors je vais mettre au pluriel, soit, si vous voulez. Et puis F et G, deux fonctions définies sur grand I, et comme d'habitude, un peu à l'image de ce que j'ai fait là-bas, suffisamment régulière, et on va voir au fur et à mesure de ce dont on a besoin. Alors, soit grand C, l'ensemble de R2, le sous-ensemble de R2, défini par les points M de R2, donc de coordonnées cartésiennes x, y, appartenant à R2, tel qu'il existe T dans grand I, qui permettent d'écrire M, qu'on va d'ailleurs écrire carrément M de T. Donc c'est juste pour spécifier vraiment la dépendance. Eh bien, M de T, ça va s'écrire X de T, Y de T. Voilà, donc cette définition-là, on a défini ces sous-ensembles. Grand C est appelé courbe paramétrique dans le plan, dans R2.
ou grand C, est une courbe paramétrique dans R2. C'est-à-dire qu'en fait, hein, au lieu, remarque, au lieu d'avoir, vous avez compris, Y égale f de x qui vous définit une courbe, hein, on pourrait dire que la courbe, c'est quand elle est sous cette forme, elle est définie sous cette forme, c'est l'ensemble des couples XY de R2, tel qu'il existe une relation entre un X et un Y s'écrivant Y égale f de x. Ça, vous l'avez vu, c'est la définition d'un graphe, d'une fonction, rappelez-vous. Eh bien, au lieu de cela, la flèche veut dire on transforme, on a une relation qui définit x égale f de t et y égale g de t pour t appartenant à grand I. Alors, on va tout de suite prendre un exemple, un ou deux exemples, si vous voulez. Alors, il y a beaucoup de propriétés sur ces courbes paramétriques. On va vraiment focaliser notre attention sur ce qui nous est nécessaire pour les intégrales curvilignes, comme je le disais en introduction. Donc, exemple. Si j'écris x, des fois, le redécouvrir, au lieu d'écrire x, on écrit x de t. Bon, x, puisque c'est bien une fonction de t. Alors, on va écrire a1t plus b1. Et y égale A2t plus B2. Et on va supposer ici que t est dans un intervalle I de R1. Je n'ai pas envie de spécifier, ce n'est pas la peine. Avec, par exemple, donc A1, A2, B1, B2, appartenant, alors pour A1, par exemple, je vais dire que c'est dans R étoile, et puis le reste dans R3. Donné. Les quatre constantes sont données. Alors ça, évidemment, on est complètement dans ce cadre-là. Alors regardez, vous voyez qu'ici, on a envie de se retrouver en quelque sorte dans notre petite enfance. Ici, y égale f de x, c'est ce qu'on a commencé tous par apprendre. Et donc, on a envie d'éliminer t entre ces deux équations. Alors ici, évidemment, c'est faisable. C'est pas faisable dans tous les cas. Vous avez compris, c'est ça toute la puissance de cette nouvelle manière de définir des courbes dans le plan ou les courbes paramétriques. Alors, paramétriques. Alors, vous voyez que donc, on a dans ce cas-là que t s'écrit x moins b1 sur a1, puisque a1 est différent de 0. Et donc, que y, eh bien, on remplace t dans la deuxième équation, c'est A2 fois x moins B1 sur A1 plus B2. Autrement dit, eh bien, y s'écrit avec un peu de réarrangement, A2 sur A1, x plus B2 moins A2 B1 sur A1. A2 sur A1, x plus B2 moins A2 B1 sur A1. Et ça, c'est bien l'équation d'une droite. Alors, autre exemple. Eh bien, je vais considérer tout simplement x égale cos t et y égale sin t, avec t qui appartient à 0,2 pi. Eh bien là, vous avez évidemment x2 plus y2 en faisant la somme qui vaut 1. C'est ni plus ni moins l'équation du cercle unité, du cercle de rayon 1. On le voit bien, centré à l'origine. Donc ici, c'est sa forme, j'ai envie de dire, cartésienne. Et là, sa forme, son écriture paramétrique. Alors, à partir de ces concepts de base de courbes paramétriques, parmi les droites qu'on est en mesure maintenant d'identifier sur leur forme paramétrique, il y a une droite particulière qui va nous intéresser spécifiquement pour la suite de nos affaires concernant les intégrales curvilignes. Alors, définition. Soit C. Donc, c'est une courbe paramétrique, donc c'est l'ensemble des points XY appartenant à R2, ou l'ensemble des points M, si vous voulez, appartenant à R2, tel qu'il existe un T dans l'ensemble I
permettant donc de paramétrer m de t sous la forme f de t, g de t, on suppose que f et g sont dérivables sur i. Alors, la droite paramétrée par x égale f' de t0 t plus f de t0 et y égale g' de t0 t plus g de t0. Évidemment, avec, je l'écris en haut, avec t0, avec t appartenant à grand I, eh bien, cette droite paramétrée est la tangente à la courbe C, qu'on a définie ici, en m de t0, c'est-à-dire la valeur de m au point t0, donc g de t0, f de t0, g de t0. Et il faut rajouter, pour que cette propriété soit vraie, avec, ou si vous voulez, comme vous voulez, f' de t0, g' de t0, différent de 0, 0. C'est-à-dire, il faut que le point, ce qu'on appelle un point ordinaire. Point ordinaire. Alors, cette propriété, on va la voir. De quoi parle-t-on? On a une courbe qui est donnée. On a cette courbe paramétrique est définie à l'aide de deux fonctions f et g, cette fois-ci, qui sont dérivables, toutes les deux, sur l'intervalle de définition de cette courbe paramétrique. Et puis, paramétrique. Et à l'aide de cette courbe, on va définir une droite paramétrée par ce système d'équations, donc qui ressemble bigrement à ce que nous avions précédemment avec A1, B1, A2, B2. Vous voyez qu'en structure, il n'y a pas de souci à comprendre que c'est une droite. Pourquoi il s'agit de cette tangente au point m de t0 qui est ici, dès lors que le point est ce qu'on appelle un point ordinaire, c'est-à-dire que l'une des deux dérivées de f ou de g en t0 est non nulle, et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Regardez la première équation. Supposons que f' de t0 soit différent de 0. Alors ça me donne, d'après la première équation, que t s'écrit x moins f de t0 sur f' de t0. Et évidemment, si c'était g' de t0 qui était différent de 0, je ferai la même manipulation dans la deuxième et le reste suivrait le reste de ce que nous allons voir maintenant. Donc x moins f de t0 sur f' de t0. Du coup, dans la deuxième équation, on a y qui s'écrit g' de t0 fois t, c'est-à-dire x moins f de t0 sur f' de t0, ça j'ai remplacé t, plus g de t0. Alors on va remettre un peu d'ordre. Donc ça veut dire que y s'écrit g' de t0 sur f' de t0 fois x moins f de t0, je vais l'écrire, vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose, hein. X moins f de t0 plus g de t0. Eh bien oui, cette écriture-là, vous reconnaissez ou pas, et je vais vous aider à le faire, l'équation de la tangente au point m de t0. Pourquoi? Imaginons que nous soyons dans le cadre d'une fonction non paramétrique. Si on va interpréter cette équation-là en disant si y, c'était un grand f de x. Ça, c'est le classique. On connaît très bien grand f dérivable, on se connaît très bien au point x0, l'équation de la tangente. On va voir ça tout de suite. Alors, ça veut dire que y, c'est, on a dit, g de t, et c'est donc grand f de x, c'est-à-dire f de t.
Il faut bien que je fasse le transfert de l'écriture cartésienne en cartésienne paramétrique. Et donc maintenant, puisque j'ai supposé que f est dérivable, petit f, grand F, g sont des fonctions dérivables, ça me dit que g' de t, c'est grand f' de f de t fois f' de t. C'est la dérivation composée, il n'y a rien de surprenant à cela. Et donc maintenant, je vais dire de cela que f', alors en t0 maintenant, je peux écrire la même chose en t0, f' en petit f de t0. Petit f de t0, c'est le x0 du point m de t0. Donc f' en x0, f' en x0, c'est quoi? Eh bien, c'est g' de t0 sur f' de t0. Autrement dit, ce qui est ici, ça, c'est grand f', on vient de le démontrer, de x0. Et si ça c'est grand f' de x0, ben vous voyez que y égale grand f' de x0, x moins x0, plus y0, puisque g de t0 c'est y0. Je vais l'écrire. On obtient donc, avec cette reformulation, j'ai envie de dire cartésienne habituelle, on obtient donc, avec cette reformulation cartésienne, je peux donc écrire que l'équation on va l'appeler si vous voulez étoile, là, pour qu'on parle de la même chose. L'équation étoile, on ne sait pas encore que c'est l'équation de la tangente, mais enfin, vous le voyez, c'est sous vos yeux, s'écrit. Alors, y, c'est y. Le rapport de g' sur f', on vient de voir que c'est grand f' de x0. Ensuite, vous avez x moins f de t0, c'est x0, plus g de t0, ça c'est plus y0. C'est donc bien l'équation de la tangente. C'est l'équation de la tangente AC en, j'ai envie de dire, x0, y0, c'est-à-dire f de t0, g de t0. Voilà. Qu'est-ce que l'on va faire avec cette équation de la tangente? Eh bien, on va procéder maintenant à une dernière prise de conscience, j'ai presque envie de dire, ou une propriété de nature vectorielle. Donc, propriété ou interprétation vectorielle, vous pouvez écrire. Donc, propriété, comme je disais, ou interprétation vectorielle, très simple. Et on sera prêt pour les intégrales curviligne. Interprétation vectorielle. Donc, je me donne une courbe C et j'écris en un point qui est un point ordinaire qui me permet d'écrire cette équation paramétrique, cette forme paramétrique de l'équation de la tangente au point M0. J'ai donc X qui s'écrit f' de T0 fois T plus f de T0 et Y qui s'écrit ni plus ni moins G' de T0 fois T plus G de T0. Alors, on va faire quelque chose d'exceptionnellement complexe. Non, je plaisante, mais c'est particulièrement simple, d'ailleurs c'est complètement équivalent. Eh bien, on a donc, par cette écriture, que x moins f de t0, écrivons x moins x0, ça ne va pas vous choquer, égale f', on va écrire égale t fois f' de t0, et y moins y0, c'est t fois g' de t0. Autrement dit, je vais dire que, du point de vue géométrique, j'ai la propriété suivante. Soit donc, c'était déjà écrit M, le point de coordonnées, donc x, y. M0, le point de coordonnées x0, y0. Alors, d'après cette écriture, on a M0M
qui vaut ni plus ni moins t fois un vecteur qu'on va appeler grand T. Avec grand T, il suffit de lire, c'est le vecteur de composantes. Alors là, je vais marquer pour distinguer les coordonnées de composantes. C'est un jeu d'écriture que vous connaissez. Grand T, c'est f' de T0, G' de T0. Visualisation de ce que l'on vient d'écrire. Du point de vue graphique, vous avez une courbe. Vous avez ici un point M0. Vous avez un point M0 de coordonnées x, y spécifiques, donc x0, y0. Et on a pris un point donc sur la tangente. Sur la tangente, on a un point M ici, alors que ici, vous êtes en M0. Et donc, le vecteur M0M est proportionnel à ce vecteur T. Donc, le vecteur T ici, il est là où il se trouve. Il a une taille qui correspond à la norme, à sa norme ici définie par f' de T0 et G de T0. Donc, ça veut bien dire, s'il y avait le moindre doute, que T est tangent, à C en M0. Ce qui veut dire, et maintenant on va pouvoir glisser vers les intégrales curviligne. Quel rapport? On va essayer tout de suite, c'est vraiment pour tout de suite. On est capable, lorsqu'on a une courbe, intégrale curviligne, il nous faut une courbe, en un point quelconque. Grosso merdo quelconque, il faut que cette définition ne soit pas dans un point dit dégénéré ou un point stationnaire, il faut que ça soit en un point ordinaire, il faut qu'au moins l'une des deux quantités f' de T0, G' de T0 soit non nulle. C'est donc l'équation de la tangente, et avec l'aide de l'équation de la tangente, on obtient un vecteur tangent extrêmement naturel. Le vecteur tangent va être extrêmement précieux pour la définition des intégrales curviligne, c'est pour tout de suite. Donc troisième partie, intégrale curviligne. Intégrale curviligne. Alors, on va donc définition, directement, sans plus tarder, définition. Pour une intégrale curviligne, il y a deux approches qui sont complètement équivalentes. Il y a ce que l'on appelle la circulation d'un champ de vecteurs et il y a ce que l'on appelle l'intégrale curviligne d'une forme différentielle. Mon Dieu, de quoi parle-t-on? Eh bien, regardez. Donc, le cadre est le suivant. On va prendre un cadre simple. On va prendre une courbe AB, d'accord, parcourue de A vers B. Et là, le sens de parcours va être important dans la notion d'intégrale curviligne. Donc, c'est pour ça que je précise tout de suite. Et donc, si vous voulez, c'est l'ensemble des points M appartenant à R2, tel qu'il existe T dans l'intervalle, on va l'appeler petit ab, tel que, eh bien, grand M de T, oui, c'est ni plus ni moins F de T, G de T. Ce qui veut dire, avec F et G suffisamment régulières, avec, je vais le dire tout de suite, avec F et G dérivables sur AB. Ça veut dire en particulier, ça veut dire que le point grand A, eh bien, c'est en fait X de T égale A, Y de T égale A. Et le point grand B, c'est le point X de T égale B. Donc c'est F de A, G de A. Et le point B, c'est F de B, petit b, G de petit b. Donc là, on est dans le plan, avec un repère orthonormé qui permettent de définir ces coordonnées cartésiennes. Alors, en plus de cela, on va considérer soit
Eh bien, un champ de vecteurs grand V de composantes P de XY, Q de XY. Pour l'instant, on n'a pas d'hypothèse sur P et Q. Et oméga, là, une forme associée, comme on l'a déjà fait, P dx plus Q dy. P de XY, Q de XY. Alors, définition. Il y a deux définitions de l'intégrale curviligne. Il y en a une sous l'angle du champ de vecteurs. Ça s'appellera plus une intégrale curviligne, mais ça est défini à l'aide d'une intégrale curviligne. On appellera ça la circulation d'un champ de vecteurs. Mais de manière totalement équivalente, on va définir, pas la circulation, mais cette fois-ci véritablement l'intégrale curviligne de la une forme différentielle associée. Et vous allez voir que la circulation du champ de vecteurs grand V ou l'intégrale curviligne de la une forme différentielle P dx plus Q dy, c'est la même chose et c'est défini par la même quantité, on y arrive. Alors, on va définir gamma de AB et je mets un petit signe d'orientation de A vers B. C'est ce que l'on appelle la circulation. Alors, c'est l'intégrale sur AB de V de M scalaire dm. Alors certains ici vont voir du point de vue de la physique, ben oui on connaît monsieur, c'est la circulation d'un champ de vecteurs. Oui mais cette quantité-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben monsieur, on va remplacer dm c'est dx dy, v c'est p et q. Alors ça s'écrit l'intégrale sur le morceau de courbe AB de, eh bien p de xy, puisqu'on a remplacé le produit scalaire, c'est ce que vous êtes en train de me dire, moi je n'écris rien, je vous écoute. Donc p dx plus q de xy dy. Oui, mais ça veut dire quoi? Je comprends rien. Vous comprenez? Non, c'est un symbole pour l'instant, c'est une écriture symbolique. Eh bien, donc, gamma de AB, la circulation de ce champ de vecteurs, la circulation de ce champ de vecteurs le long de AB, c'est ni plus ni moins l'intégrale sur AB. Et vous voyez que ce qui apparaît ici, c'est la forme différentielle, c'est l'intégrale sur AB de oméga. Quand j'ai fait cette je vais peut-être l'écrire un peu plus gros, enfin un peu mieux. Bon, donc c'est l'intégrale sur AB de oméga. Je pourrais l'écrire ici, l'intégrale sur AB de oméga. Mais quand j'ai écrit ça, je ne comprends toujours pas en quoi ça consiste, que les choses soient claires. C'est un mensonge éhonté que de dire que on a une définition là. On a une définition que l'on veut préciser en quelque sorte. On note la circulation gamma sur AB. C'est le produit scalaire de V scalaire dm. Alors tout de suite, il y en a qui vont commencer géométriquement à faire des interprétations. Je comprends du produit scalaire à faire un élément différentiel dx dy. Et ce que j'ai fait ici, je me suis exécuté sur votre remarque. Et puis là, fort de cette écriture, je dis c'est l'intégrale sur AB de la forme différentielle sur AB. Mais je ne sais toujours pas comment ça se calcule. C'est quoi cette définition d'intégrale? Eh bien, on y vient. Donc tout ça, ce sont des signes d'intégration symbolique pour l'instant. Eh bien, la définition avec, eh bien, donc, gamma de AB, ce signe, qui vaut ni plus ni moins l'intégrale sur AB de, je vais le réécrire, V de M dm, et qui vaut ni plus ni moins l'intégrale sur AB de la une forme différentielle oméga. Eh bien, maintenant j'y vais. Voilà la définition. Donc c'est égal, par définition, à l'intégrale définie par rapport au paramètre t. Déjà, on comprend de quoi on parle. De P de f de t, g de t, fois f' de t, plus q de f de t, g de t, fois g' de t, et le tout dt. Ça, c'est une intégrale simple que l'on comprend.
F et G sont dérivables. Donc il me faut que je rajoute avec, pour faire simple, avec P et Q continu. P et Q continu. Continu sur C. Et j'ai besoin que F' et G' avec premier point, deuxième point, F' et G' continuent sur C également. Alors on pourrait affaiblir ces hypothèses, bien évidemment. Mais si P et Q sont continus et F' et G' sont continus, cette fonction qui est intégrée ici est une fonction continue de T par composition et par multiplication et par addition. Donc en fait, cette intégrale de cette fonction de T, évidemment, hein, c'est grosso merdo le produit scalaire de V scalaire dm, hein, grosso merdo. Si on détaillait, on verrait qu'on arriverait à cela. Réécrit dans cette paramétrisation par rapport à T de la courbe paramétrique grand C. Donc là, maintenant, je comprends que par définition, la circulation d'un champ de vecteurs qu'on écrit symboliquement comme ça, je dis bien symboliquement, c'est l'intégrale, toujours symboliquement, de la une forme différentielle. Et maintenant, je définis aussi bien la circulation et l'intégrale curviligne de cette une forme différentielle à l'aide de cette intégrale d'une fonction de la variable réelle petit t sur un intervalle AB, c'est-à-dire une intégrale de Riemann. On n'a pas ici d'intégrale généralisée, on est dans les cadres les plus simples d'intégration. Alors à partir de cela, tout de suite un exemple. Je vais prendre les deux formes, hein, les deux aspects, circulation et forme différentielle. Écoutez, on va écrire oméga. On va dire que c'est y sur x2 plus y2 dx moins x sur x2 plus y2 dy. Et évidemment, ça c'est pour xy différent de 0, 0. Il ne faut pas que tous les deux soient nuls, sinon on a un problème. De la même manière, hein, on a associé, on a considéré le champ de vecteur V, qui s'écrit deux composantes, donc y sur x2 plus y2, et moins x sur x2 plus y2. Pour mettre en œuvre le calcul d'intégrale curviligne, soit en vue d'un calcul d'une circulation de ce champ de vecteurs, soit en vue du calcul de l'intégrale curviligne de cette une forme différentielle, il nous faut définir une courbe. Soit C, eh bien, défini par, directement, défini par, eh bien, x égale cos θ et y égale sin θ. C'est-à-dire, là, c'est le f de θ, si vous voulez. Et ça, c'est le g de θ, avec θ qui appartient à 0 de pi. Alors, je ferme en 2π. Vous allez me dire, mais non, il faut mettre en 2π ouvert parce qu'il va y avoir le point en θ égale 0 et en θ égale 2π qui va être défini deux fois. Vous avez raison. Je fais quand même ça parce que je vais avoir besoin de la valeur en 2π. C'est-à-dire que quand je dis en 0 de pi, ça veut dire qu'en θ égale 2π, il n'y a pas de pathologie. Si vous voulez, on va mettre en 0 de pi, comme ça. Ça, c'est pour avoir une vraie paramétrisation du cercle unité, centré à l'origine, donc de rayon 1. Mais la question, elle est la suivante. Calcul. Donc cette fois-ci, on a une courbe fermée, on veut calculer gamma sur C+, c'est-à-dire l'intégrale sur C+, de oméga. C'est ça que l'on veut calculer, hein. C'est l'objet de l'histoire. Alors vous voyez qu'on a besoin de calculer f' et g' de θ. Oui, bon, bah ça c'est pas compliqué. Donc je vais l'écrire tout de suite ici. On a f' de θ comme composante d'un vecteur qui n'est rien plus ni moins par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure que le vecteur tangent. Ah oui, donc on comprend un peu pourquoi on avait un vecteur tangent tout à l'heure. Eh bien donc c'est moins sinus θ, vous voyez, cosinus θ. Et donc, si j'écris l'intégrale, alors je vais prendre l'intégrale de oméga sur C+, eh bien, je vais donc faire varier θ de 0. Et vous voyez ici que j'ai besoin de rajouter à 2π. De quoi? Alors, y, c'est sin θ, fois f' fois
alors on va l'écrire en détaillé puisque c'est la première fois, moins sin θ sur x2 plus y2, sin t carré θ plus cos carré θ égale 1. C'est pas la peine de l'écrire, hein. Vous êtes d'accord? Ok, plus moins x, alors on va remettre un moins, x c'est cos θ, sur x2 plus y2 toujours égal à 1, cos carré plus sin carré, fois g' de θ, fois cos θ. Et ça, fois dθ à la place de t. Choix du paramètre bien connu plutôt en termes de coordonnées polaires, θ. Et donc vous voyez qu'est-ce qui reste? Il reste moins somme de 0 à 2π de dθ. Le signe moins se factorise là et là, et vous avez sin carré plus cos carré, de nouveau égal à 1. Donc ça donne moins 2π. La circulation du champ de vecteurs, définie comme cela, sur le cercle unité parcouru dans le sens trigonométrique. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, c'est plus. Si j'avais, on verra la prochaine fois les propriétés de ce calcul d'intégrale curviligne. Évidemment, si on change le sens, il va y avoir une répercussion dans le résultat. Vous avez compris, au lieu d'intégrer de 0 à 2π, il faudra intégrer de 2π à 0, et donc on obtiendrait le résultat opposé à celui-là. Bon. Donc, comme on cherche à calculer depuis le départ la circulation sur le cercle unité parcouru dans le sens trigonométrique, c'est plus. Ce qui revient sur le même cercle à calculer l'intégrale curviligne de la une forme différentielle qui est ici, eh bien, le calcul est assez immédiat. Simplement, il y a une remarque quand même qui est importante et qui permet de valoriser le f'G'. Finalement, en termes de remarque pour terminer, cette définition-là, je vais l'écrire ici, hein, gamma sur AB, que l'on voit particulièrement mise en évidence dans ce calcul-là, c'est finalement, vous voyez, l'intégrale sur AB, de quoi? Ben, du produit scalaire de V en M de T, fois quoi? Fois le vecteur de composante f'G', fois le vecteur grand T, qui dépend de petit t, dt. C'est-à-dire que dans cette définition-là, eh bien ça, c'est ni plus ni moins ce que vous auriez noté tout à l'heure, dm, rappelez-vous, dm de t. Quand on écrit dm de t pour écrire le produit scalaire de v scalaire dm, son calcul, grâce au paramètre t, donnerait le produit scalaire du même champ de vecteurs, évidemment pris au point m de t, fois le vecteur tangent grand t que j'ai introduit dans la partie précédente. Et c'est ce qui est arrivé ici, lorsque j'ai donc eu à calculer le produit scalaire, maintenant que je peux le dire comme tel, de ce champ de vecteurs par le vecteur tangente, eh bien je dois donc faire valoriser ce vecteur, c'est-à-dire de composantes, ici avec la variable θ, f' et g'. Nous allons poursuivre évidemment nos investigations sur les intégrales curviligne la prochaine fois avec de nombreuses propriétés extrêmement surprenantes. Je ne vous en dis pas plus. À très bientôt. Protégez-vous. Faites attention.